Salut tout le monde, c'est Shinji, on se retrouve pour le bilan rôliste 2025. Donc déjà, bonne année à vous. En tout cas, souhaitons qu'il vous arrive plein de bonnes choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shinji Eldrin. Je fais essentiellement des vidéos sur du jeu de rôle, mais je m'étends un peu à la fiction. Donc, bienvenue. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Voilà, donc Dyson Story est une chaîne de jeux de rôle aussi et qui font pas mal de bonnes vidéos. Donc merci à eux de proposer à chaque fois un bilan rôliste. Je crois que j'avais fait les deux précédents. Donc on va continuer avec la première vidéo de la nouvelle année pour le bilan 2025. Voilà, donc je suis un peu malade, c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre. Donc vous allez me voir peut-être à des moments faire des pauses, c'est tout à fait normal. Voilà. Bref, question numéro 1, ou plutôt numéro 1, le jeu qui clôt 2025, Fantasy Star en JDR. Pourquoi j'y ai pas joué? C'est plutôt que ça a été une bonne surprise, et pour vous donner le contexte, j'adore le jeu de rôle, et maintenant je pense que c'est devenu mon hobby préféré. Sauf que, au début des années 2010, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de mouvance de vouloir faire du jeu de rôle une espèce de goodies, comme les jeux de société, une espèce de goodies, même dans les wargames. Des franchises qui viennent d'autres médias, très souvent du jeu vidéo, essayaient de faire leur équivalent au jeu de rôle, et qui n'était pas forcément quelque chose de bien travaillé, qui était un système que l'on connaissait déjà trop bien, ou un système trop compliqué pour pas grand chose. Très souvent, c'est la première catégorie, ce qui fait que ça me faisait chier, puisque le JDR a des subtilités, en tant que média qui souvent ne sont pas bien compris de la culture geek. Voilà, oui, j'appuie énormément sur les guillemets. Donc voilà, je déteste en plus les goodies, et quand je dis je déteste les goodies, je préfère dire je n'aime pas plutôt que de dire je déteste. Explication. Les goodies, je comprends très bien quel est l'intérêt des deux côtés. Je comprends qu'il y a des gens qui sont fans de certaines choses, qu'ils veulent montrer différentes facettes de certaines choses, et voire même à collectionner des goodies, c'est un accomplissement en soi. On va passer le discours consumériste, parce que je considère que c'est pas ça qui fait que je n'aime pas les goodies, c'est plutôt le fait que, quand je suis face à ces choses-là, c'est-à-dire imaginer des figurines autour d'animés que j'adore, de trucs comme ça, je me dis, c'est très beau, mais je ne me vois pas acheter ça. Et c'est pas par rapport à une honte, une gêne ou le fait d'exprimer plus frontalement. Non, c'est juste que j'ai pas envie. C'est un truc qui ne me touche pas particulièrement. Si quelqu'un m'offre un truc de ce style-là, ça serait un peu bizarre parce que ça voudrait dire qu'il me connaîtrait très mal. Mais si vraiment, tu vois, ce cadeau en tout bien tout honneur, je le garderai par respect avec la personne, puisque j'ai tendance à avoir, comment dire ça, un certain respect pour les cadeaux. Les cadeaux qu'on m'offre, et aussi j'ai tendance à avoir un certain code vis-à-vis des cadeaux que j'offre. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ça partait très très mal. Et puis surtout, pas mal de JRPG ont voulu adapter leur jeu de rôle en jeu de rôle. Et comme le JRPG est d'abord inspiré du jeu de rôle, donc c'est normal qu'à un moment la boucle vienne à être bouclée, mais parfois c'est mal fait parce que c'est un système qui est recopié, c'est un système à peine déguisé, c'est un skin à peine déguisé, que c'est soit trop complexe pour pas grand chose, soit ça, on ne ressent pas l'esprit propre au jeu au travers du truc. Et je dirais même plus, il y a des fois, il y a des candidats de jeux de rôle qui sont inspirés de JRPG qui arrivent à faire mieux que l'adaptation qui a été faite. Ryutama est un très très bon jeu de rôle inspiré des JRPG. Son successeur Fabuleux Ultima est, selon moi, un meilleur représentant de Final Fantasy que le jeu de rôle Final Fantasy XIV. Par exemple, à titre de comparaison. Voilà. Donc j'explique des trucs de temps en temps, voilà. Tout ça c'est dit. Numéro 2, la belle découverte de 2025. Pour moi, il y en a deux. En fait, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps et un jeu que j'ai découvert récemment. Le jeu que j'ai découvert récemment, c'est Knave Second Edition, créé par Questing Beast, youtubeur qui parle de jeux OSR et aussi de l'expérience Donjons et Dragons. Il faut le savoir, je ne suis pas un youtubeur ou quelqu'un qui consomme énormément du système Donjons et Dragons
pur. Je respecte certaines itérations du système des vins parce que ils apportent de vraies modifications vis-à-vis du côté parfois trop critique de la grande figure de Donjons et Dragons. Donc du coup, voilà, si vous êtes là, c'est très clairement que Donjons et Dragons, normalement, soit vous vous en fichez, soit vous êtes curieux sur le jeu de rôle en général. Mais je suis pas focalisé sur Donjons et Dragons. Et ce qui va se passer, c'est que, avec, comment ça s'appelle, Knave seconde édition, et plus précisément ce que Questley Smith explore, il explore un pan du jeu de rôle qui s'appelle l'OSR, c'est l'Old School Revival, c'est un mouvement qui essaie de revenir à des systèmes de jeu beaucoup plus simples et beaucoup plus épurés, tout en tirant des leçons de toutes les observations du game design moderne. Voilà. Et Knave est un très bon représentant de ça, je trouve, même si des gens lui préféreront probablement Shadow Dark, Dungeon Crawl classique, ou Old School Essentials, il y a aussi des possibilités. Moi, j'aime bien l'itération Knave seconde édition, parce que, en fait, chaque gros point de règle est traité en 2 pages maximum, et que le livre, il fait à peu près 80 pages, et que c'est très facile à faire tourner, utiliser, et aussi se servir de base comme jeu de rôle en utilisant ce jeu-là, et utiliser n'importe quelle sauce OSR ou non dans le système des vins, pour faire fonctionner le jeu, avec évidemment des petits ajustements, mais des ajustements qui arriveront assez vite. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, qui est Ryutama. Je l'avais lu un certain nombre de fois, mais récemment, je m'y étais consacré pour pouvoir faire une lecture holistique dessus, et je me suis rendu compte des possibilités que ça avait. Voilà. Ufabula Ultima, dont j'ai parlé par rapport à Final Fantasy, est un successeur de Ryutama, justement, mais en tant qu'expérience et de personne qui consomme, qui a beaucoup joué à des JRPG, pas au point de fan, mais à un niveau où c'est assez conséquent, je peux dire que par rapport à mes besoins personnels, je préfère encore jouer à Ryutama, ou plutôt je choisirais plutôt Ryutama, plutôt que Fabula Ultima pour mon système à jouer. Voilà, c'est mon opinion personnelle, et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va peut-être résonner par la suite au cours de cette année. Ensuite, 3 mots pour résumer mon année rôliste. Apathique, ennuyant, révélateur. Révélateur parce qu'en fait, j'ai voulu suspendre mes parties de jeu de rôle tant que je n'étais pas, en fait, dans une attitude mentale et physique pour pouvoir accepter ça. Ça m'a pas empêché de faire du jeu de rôle solo. Mais même le jeu de rôle solo a fini par me saouler, et j'ai eu une apathie de tous mes hobbies d'un seul coup, qui est déjà passé, hein, du coup ça va mieux, mais qui a quand même persisté un certain temps. L'apathie et l'ennui, c'est 2 choses qui ont caractérisé mon expérience holistique de cette année, et c'est des choses assez révélatrices par la suite, qui ont rectifié les choses. Voilà. Juste, par exemple, savoir ce que je vais jouer, ce que je veux jouer, pourquoi, comment j'envisage le jeu de rôle par la suite. C'est se poser toutes ces questions qui a aidé. Ensuite, numéro 4, une facette de ma pratique qui évolue en 2025. Je ne considère plus du tout honteux de faire du JDR solo. Je dirais même qu'en observant des gens qui font du JDR solo sur YouTube, j'ai vu un pattern. Et ce pattern existe par rapport à la manière de réagir et de penser générale autour du jeu de rôle sur les internets. Donc ça veut dire que ça ne m'a pas surpris, que je comprends maintenant pourquoi ça a pris ce tournant-là. Et le jeu solo, ou plutôt la montée du jeu solo, est arrivée parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas seulement besoin de pouvoir faire du jeu de rôle seul, mais aussi parce que il y a des fois où on n'arrive pas à trouver des gens qui s'accordent avec notre manière d'explorer le jeu de rôle, ou les choses qu'on a envie d'explorer. Mais il y a des choses qui ne sont pas faciles du tout à explorer avec des joueurs. Ça, il faut le savoir. Donc, ce truc-là, je me le réserve, et je vais en parler plus longuement quand je ferai ma vidéo
sur le JDR solo. J'avais prévu de faire une semaine dessus, mais comme je l'ai expliqué dans le bilan de 2025, la vidéo que j'ai faite récemment, c'est pas tellement... Comment dire ça? C'est pas tellement... Comment expliquer ça? Ah zut. Je l'avais, hein. En gros, pour vous expliquer le truc, c'est que c'est l'expérience YouTube qui fait que YouTube a un problème avec le principe des suites ou de traiter un sujet en plusieurs parties, en plusieurs vidéos. Voilà, juste ça. J'ai eu un pet de cerveau, j'ai pas compris. Bref. Ensuite, numéro 5, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2026, Fabuleux Ultima. Logique. Théoriquement, j'ai lu Ryutama et Fabuleux Ultima. En pratique, je vois qu'est-ce que Ryutama donne. Fabuleux Ultima, j'ai vu 2-3 extraits de gens y jouer, mais j'ai peut-être pas convaincu. D'ailleurs, je crois que Dyson Story a fait un tuto pour la création de perso et a fait une campagne, ils ont fait une campagne tout autour de Fabuleux Ultima qu'il faudrait que je voie. Je me le suis mis en suspens. Donc, Fabuleux Ultima, je pense. Évidemment, c'est dit ça en sous-pesant quand même le fait que on me dit quel jeu que je voudrais tester absolument en 2026. Je suis pas dans les absolus. Parce que on va pas se mentir, il est quand même en bas de liste. En bas de quelle liste? C'est que, imaginez, Fabuleux Ultima, c'est un jeu à part entière avec une expérience. Dans mon cas, j'ai envie de jouer à des jeux de rôle, à des settings de jeux de rôle que j'ai créés, et un mélange de settings et de jeux de rôle. J'ai même sur mon bureau un fichier où il y a des propositions. Avec la base de personnages de joueurs que j'ai eu, il y a une proposition qui est sortie du lot qui ne faisait pas partie nécessairement de la liste. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une énorme quantité de jeux de rôle que j'ai envie de jouer, ou de propositions de jeux de rôle que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas la plage, je n'ai pas encore déployé la plage horaire pour pouvoir le faire. Tout en sachant que maintenant, je ferai en sorte que mes parties de jeux de rôle durent 3 heures. Avant, je faisais 6 heures, enfin plus de 8 heures parfois, puis 8 heures en moyenne, puis ensuite 4 heures, mais je pense que je vais me réduire à 3 heures. Voilà. Donc, voici mon ressenti. Ensuite, la discussion JDA qui vous avait fait réfléchir cette année. Alors, je crois que c'est la chaîne C'est Sérieux, on joue, qui avait fait une vidéo récente sur pas mal de sujets, pas mal de choses qu'il ne voulait plus voir en 2026. Et je suis majoritairement d'accord. Oui, c'est ça, c'est On joue, c'est sérieux, la chaîne. Et la vidéo, c'est un podcast qui s'appelle C'est pratique qu'on doit abandonner en 2026, MJ et joueurs inclus. Je suis dans l'ensemble d'accord avec ce qu'ils ont dit. Mais là, le sujet qui ressort le plus souvent et qui n'est pas forcément lié à nous les consommateurs de jeux de rôle, mais plutôt aux maisons d'édition. C'est chiant que quand tu achètes une version physique d'un jeu qui coûte déjà un bras, les gens vont te dire le prix du papier, nanani, nanana, bon, c'est bon, ça va. Je veux dire, on sait déjà que bon, le prix du papier, on sait que ça commence à monter, mais on va pas se mentir. Si les gens ont décidé de spéculer sur les prix de certains trucs, on est baisé. Le problème est que les livres de jeux de rôle font parfois 60 voire 70 balles, l'équivalent d'un jeu vidéo. Les gens me diront oui, mais est-ce que tu valorises le jeu de rôle ou pas? Non, mais même pour le jeu vidéo, il y a des jeux vidéo qui ne devraient pas avoir ce prix. Le problème avec le jeu de rôle, c'est que il y a des jeux qui ont une expérience assez linéaire dans le champ des possibles, qui valent ça, et il faut acheter 3 fois la somme. Tout en sachant que la version numérique coûte la moitié du prix. Traveler. N'est-ce pas, Traveler? Donc, c'est vrai que c'est fou qu'on achète une version physique d'un jeu, mais qu'on ne nous propose pas, par exemple, la version numérique soit gratuitement, soit on ne nous fait pas un coupon de réduction avec.
Et il paraît qu'il y a certains jeux de rôle, que je tire de la vidéo en question, qui proposent un lien pour télécharger la version numérique. Donc il y a quand même des gens qui y pensent. Que l'on soit bien clair, si vous débutez le jeu de rôle et vous ne connaissez pas des masses le jeu de rôle, si vous vous posez des questions sur le prix du jeu de rôle, il y a des systèmes de jeu de rôle qui sont hyper simples. Vous pouvez trouver des anciens systèmes sur internet pour pas grand chose. Le truc avec le jeu de rôle n'est pas de savoir si vous jouez à un jeu prestigieux ou pas. Il y a des gens qui veulent jouer à Donjons et Dragons parce que c'est le premier jeu, parce que c'est le jeu connu, parce qu'il y a... Mais, pour moi, le plus important dans le jeu de rôle, c'est est-ce que le jeu arrivera à encadrer l'univers et l'imaginaire que vous attendez vis-à-vis de l'expérience que vous voulez faire vivre. Est-ce que vous êtes capable, avec le système que vous allez récupérer, de faire vivre l'imaginaire du côté meneur de jeu et du côté joueur, et que les deux finissent par se rejoindre pour construire ce qu'on pourrait dire des campagnes mémorables. C'est ça qui est important. Il y a des systèmes que j'ai qui m'ont fait moins de 30 balles et qui ont une rejouabilité qui est énorme. Voilà. Et que je peux jouer avec ce système-là et ajuster le ton d'une certaine façon à ce que on ne sent pas le poids du système ou la forme du système. Et il y a des jeux qui n'ont pas forcément une grande rejouabilité, mais qui produisent une expérience qui est suffisamment intéressante pour un cadre bien précis. Donc, franchement, réfléchissez à deux fois aussi au travers des dépenses, évidemment. Le prix des jeux en numérique et le fait de ne pas avoir les jeux avec une réduction ou gratuitement quand tu as une version physique, que tu n'aies pas la version numérique, je trouve ça assez aberrant. Et on pourrait dire oui, mais quand tu fais un pledge de jeu de rôle, on te propose le PDF plus le truc physique. Alors laissez-moi vous dire un truc, je vais vous donner mon expérience en tant que personne qui a pledge des trucs. Ou qui a tenté de faire des trucs. Quand, au moment où tu voyais un pledge d'un jeu qui t'intéresse, et que tu ne peux pas, et je dis bien tu ne peux pas te permettre de mettre de l'argent là-dedans. C'est pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne peux pas. Est-ce que le late pledge arrivera à rattraper le truc? Souvent pas tellement. Mais, une fois que c'est passé, c'est une nouvelle manière de produire, donc moi je suis tout à fait au fait de ça fonctionne, mais il y a des moments, tu as des occasions qui passent. Elles passent parce que tu n'es pas au courant, ou que tu es au courant au dernier moment, et que tu as la tête ailleurs. Est-ce que tu vas attendre systématiquement qu'un jeu va sortir, genre en Game of Tabletop ou sur Ulule, etc., pour pouvoir te lancer là-dessus? Je dirais que, vis-à-vis de mes habitudes de consommation ou de ma façon de consommer, même si ma façon de consommer a changé, je trouve quand même que ce n'est pas une bonne approche. Exemple, Ryutama. Ryutama, il n'y a pas de version numérique. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que, de ce que j'ai compris, j'avais vu un truc à l'époque, un forum il y a longtemps, c'était des gens, ils avaient pas mis assez d'efforts pour pledger. Résultat, la version italienne, espagnole et anglaise, voire américaine, a une version numérique et physique. Et je dirais même que pour la version physique de l'édition anniversaire américaine, la mise en forme et certaines dispositions d'information sont faites de manière plus intéressante sur leur version que sur la nôtre. Je vais pas cracher sur les gens qui ont fait l'adaptation française. Ce que je dis, c'est que ça devrait être la norme d'avoir une version physique et numérique. Évidemment, si je dois faire une petite parenthèse, on pourrait dire oui, mais Donjons et Dragons aussi n'a pas de version numérique des trucs. Mais ça, on le sait très bien, c'est à cause de magouilles qu'a fait Wizards of the Coast vis-à-vis de la France. C'est-à-dire, pas de version numérique veut dire qu'on va forcément se tourner vers le physique. Et les livres coûtent cher. Alors que pourtant, il y a bel et bien des versions prospères numériques de Pathfinder par exemple, ou de certains jeux de rôle qui sont sortis. Et sans parler aussi des coups de pute qu'ils ont fait à Black Book Edition dans Wizards of the Coast.
quand il y a eu des trucs du genre roll and play, tout ça. Enfin, la version d'avant. Même si ça a été dit un peu en filigrane, mais on a compris. Voilà. Ça se sent quand même que j'ai un petit grief avec Hasbro hein, et Wizard of the Coast. Bref. Une licence qui mérite d'être une adaptation, je crois que la question était retombée, était tombée l'année dernière, et je crois que j'ai fait une longue explication pour expliquer pourquoi ça m'intéresse pas de traiter des licences. Mais je vais rajouter un élément supplémentaire qui m'est venu en tête en faisant des prises ratées pour cette vidéo, c'est que quand il y a un truc qui me tient à cœur et que je pense qu'il devrait être adapté, mais qui peut pas être adapté n'importe comment, je l'adapte. J'ai pas besoin qu'on me dise comment l'adapter. J'ai des exemples, hein. 40K. Avant qu'il passe au système D6, c'était un système de simili-système décent. J'aimais pas trop. J'aime bien Warhammer première édition, mais Warhammer 40K, l'espèce de mélange qu'ils avaient fait, j'ai pas trop aimé. Pour Rogue Trader ou Dark Heresy. Et j'ai utilisé le W système de luxe pour faire du 40K et qui plus est avec des Eldar. Pokémon, non seulement je l'ai adapté en amateur, mais je l'ai adapté aussi en version Mutant and Masterminds parce qu'il disait qu'on pouvait faire des Monstermon. Résultat, c'est vrai. Ensuite, j'ai adapté quoi d'autre J'ai adapté The Elder Scrolls via le système Age, plus précisément Age Blue Rose. Pourquoi spécifiquement Age Blue Rose et pas Fantasy Age? C'est parce que dans Age Blue Rose, il y a une partie romantique dans toutes ces définitions qui rentre en collision avec l'univers d'Elder Scrolls, qui est de la fantasy, mais dont le ton peut changer d'une quête à l'autre. On peut avoir du comique, on peut avoir des éléments qui sont légers, tu peux avoir de la fantasy plutôt classique, tu peux avoir des scénarios qui sont assez durs, tu peux avoir en fonction des forces en présence qui regroupent certaines thématiques, gérer et traiter des sujets extrêmement sérieux. Et de l'autre côté, tu as le système de Blue Rose qui met en avant la force des émotions, des intentions de la personne vis-à-vis du monde et de son point de vue sur le monde. Donc, c'est-à-dire entre sa nature profonde et comment le monde peut essayer de le tordre dans un sens ou dans l'autre. Et ce mélange fonctionne plutôt bien. J'avais fait un one-shot que j'avais en plus voulu enregistrer, mais que les prises étaient dégueulasses à cause du son. C'est une excellente partie qu'on a faite de The Elder Scrolls. Fantasy Star, pareil. Quand il y a un truc que j'ai besoin d'adapter, j'adapte. Par exemple, à une époque, à un moment donné, j'avais des joueurs, j'ai eu beaucoup de joueurs d'ailleurs sur ma table, qui aimaient Monster Hunter. Une question a germé dans ma tête, puisque j'ai vu des personnes le faire aussi sur Internet forcément. Faire du Monster Hunter en jeu de rôle, est-ce que c'est seulement faisable? Est-ce qu'on est obligé de reprendre la même mélasse qu'on connaît pour reproduire le truc? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire un système qui se rapproche du jeu, profondément du jeu vidéo, sans que ça fasse jeu vidéo, en mettant une intégration narrative et aussi en faisant évoluer le monde du jeu sans dénaturer Monster Hunter? J'ai réussi. Officiellement, j'ai réussi. C'est juste que je veux pas en parler. Voilà. Donc, quand j'ai besoin d'adapter, ben, je peux. Je peux adapter quelque chose qui me plaît. Est-ce que je laisserai ça à quelqu'un d'autre? Ben, je pense que je suis devenu... En fait, comme j'ai une facilité à créer des jeux, et de l'autre côté, je suis quelqu'un qui est devenu trop méfiant ou qui a un regard assez pessimiste sur le hobby en ce moment. Pas forcément sur ce que le contenu propose, mais tout simplement le fait qu'il y a une stagnation dans la philosophie de jeu. On n'est pas, je sais que c'est loin les théories de The Forge, tout ça, et l'OSR était venu apporter une réponse en s'inspirant
du passé et du présent, hein, entre modernité et tradition, quand les gens veulent faire la personne malignée à l'empiquer, c'est ce qu'ils disent. Après ça, il y a eu quoi? Eh ben, vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu une nouvelle vague de jeux. Suite à l'OGL, au scandale de l'OGL et du SRD de Donjons et Dragons, des problèmes qu'a causé Wizards of the Coast et Hasbro, eh ben, il y a de nouvelles vagues de jeux qui sortent. L'héritier de City of Mist. Tu as Stormlight. Tu as Daggerheart. Tu as le jeu MCDM, le jeu de Matthew Colville. Tu as une nouvelle génération de fantasy et des regards sur certaines catégories, certaines tranches de la fantasy qui sortent de cette espèce de grosse mélasse que les gens ont l'habitude de vivre et qui est bourrée de tropes que les gens ne cessent de suriner et de drainer jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Donc comme quoi, le monde du jeu de rôle se soigne. C'est juste que la proposition qui est donnée sont des propositions spécifiques et j'aime bien qu'elles soient spécifiques. L'idée d'adapter un univers ou une franchise existante d'un univers, tout ça, ben ça ne m'intéresse pas des masses en fait. Parce que, soit je peux le faire, et certains autres jeux de rôle ne sont pas des adaptations, sont des propositions qui sont exclusives aux jeux de rôle, et qu'elles arrivent à bien le faire. Et ça me plaît déjà très bien. Donc les seules réponses qui me restent, c'est que des réponses un peu légères et arbitraires. Donc je vais vous en donner deux. Le premier, c'est Rimworld. Mais Rimworld, encore une fois, je tombe carrément dans la catégorie de Rimworld. Je l'ai adapté en jeu de rôle. Quel est le jeu de rôle qui s'y prêtait le plus? Ben, c'est le jeu de rôle qui lui ressemble le plus dans la manière de créer le système. C'est-à-dire le W système de luxe. Tu prends les caractéristiques, tu en as 4, tu les bons, tu les mets. Les compétences, c'est les spécialités. Ça passe. Les traits, ben c'est des traits. Les habilités génératives, donc les capacités spéciales, ben c'est en fonction des choses que tu décides d'apprendre ou de ne pas apprendre en fonction des spécialités, comme les titres de noblesse. La seule chose qu'il a fallu adapter, c'est le rapport où en fait tu suis une quantité de personnes bien précises, que il y a aussi parfois, si tu décides de jouer dans ce domaine où tu joues une faction, une colonie, comment faire une vie en colonie et créer des phases qui sont limite des tours de jeu. Et aussi, au travers de tout ce que propose Rimworld, tout ça, ben, il y a aussi l'expérience du fait qu'il y ait plusieurs espèces, qu'il y ait plusieurs traits, que l'équilibre mental a beaucoup de place. C'est d'ailleurs pour ça que le W système de je trouve qu'il a bien fonctionné avec. Donc du coup, l'adaptation, je l'ai déjà. Après, l'adaptation que j'aurais envie de faire, c'est Warlords Battlecry. Mais le problème, c'est que Warlords Battlecry, c'est de niche. Esthétiquement, ben, les gars, ils sont restés sur la même patte graphique pendant 4 à 5 ans. Qu'il faudrait rebooter totalement la licence en tant que jeu vidéo. Ce que je pense pas qu'il soit possible à l'heure actuelle. En tout cas, il faudrait vraiment qu'ils se bougent les doigts. Et aussi, c'est de la fantasy. Mais le lore est intéressant. Et ce qu'on retient du lore, c'est que, vous savez, le lore dans les univers de fantasy, c'est quelque chose qui est assez structuré. On se dit, oui, il y a un petit peu de mythologie, presque polythéiste dedans, avec l'influence du monde, une certaine cosmogonie entre l'impact des dieux et comment fonctionne le monde, etc., etc. Sauf que Warlords Battlecry, dans son lore, fait un truc qui est très intéressant. C'est que quand tu regardes la disparité des espèces, des ethnies, des factions, et que tu regardes aussi ce que dans la cosmogonie, les titans, les dieux, les démons, les trucs comme ça agissent, ils respectent un certain point de vue que soulevait, je crois, Alexandre Astier sur le fait que quand tu as un personnage et que tu respectes son cahier des charges à 100%, c'est pas vraiment un personnage complet parce qu'il y a des moments où un personnage n'est pas lui-même. Battlecry a ce truc dans son lore où, malgré
l'affiliation, la dénomination du personnage, de la créature, de l'entité. Il y a une bascule qui fait que elle est un peu plus que ça, et que ce qui a été fait dans l'histoire est différent. Pour vous donner un exemple, il y a le système, en fait, il y a un système de 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, en gros, il y a une espèce de la liste de ce monde-là qui s'appelle Balora. Je grossis énormément le trait, mais c'est volontaire. Hein. Où, en fait, il a invoqué, pendant le grand fracas, 4 entités qui sont ses enfants. Donc, Belkor, Antarg, Bane et Sartek. Gardez plutôt Sartek en tête. Sartek, les 4 sont issus de la déesse, de la déesse Balora. Enfin, qui est la déesse démoniaque du mal, une espèce de Lilith. Mais Sartek est connu pour être le dieu de la guerre. Sauf qu'il existe un autre dieu de la guerre qui s'appelle Tempête. Les deux ne sont pas opposés. En fait, quand les deux cultes sont plutôt alliés et les peuples qui sont en dessous sont plutôt alliés. C'est un dieu de la guerre, mais ils ont pas tellement plus guerroyé. Ils se sont battus, mais ils n'ont pas plus guerroyé que n'importe quel peuple. Et qui plus est, il est la manifestation de la guerre, mais il a un autre surnom, c'est le père des créatures surnaturelles. Il y a eu des créatures surnaturelles avant, hein, les Pégases, les licornes, les wyverns, des trucs comme ça. Mais il a créé les harpies, il a créé les gnolls, il a créé les griffons, par exemple. Et il a créé bien d'autres petites espèces surnaturelles. Il a plus créé qu'il n'a détruit en vrai. Si tu regardes bien. Et en travers de l'histoire, même quand il est parti guerroyer, il n'est pas parti guerroyer avec les forces du bien. Il a même fait front commun et il a été puni pour ça. Enfin, il n'a pas été puni pour ça, mais il a eu un mauvais retour à cause de ça. Voilà. Et cette espèce de subtilité dans la narration, c'est quelque chose qui fait partie de mon imaginaire et qui m'a inspiré beaucoup. Donc, faire une adaptation de Battle Cry, ça voudrait dire qu'ils aient relancé la machine pour Battle Cry, mais j'y crois moyen. Voilà. J'ai beaucoup appris grâce à Battle Cry, en matière de game design, en matière de narration, en matière de beaucoup de choses. Voilà. Bon, vous avez ma réponse. Battle Cry ou Rimworld. Ensuite, la dernière question. Un jeu qui mériterait une nouvelle édition. True 20 seconde édition. Alors, je vais essayer d'en parler sans me plaindre. C'est difficile. Hein. Mais en gros, pour vous expliquer, il y a un jeu de super-héros qui s'appelle Mutant and Masterminds, sorti chez Green Ronin et en France chez Black Book Edition. C'est la 3e édition. La 3e édition, elle est bien. S'il y a quelque chose qui manque, c'est à toi de le créer. C'est facile de créer, c'est facile de l'ajuster. Et si tu as déjà joué au système des vins, tu sais comment créer des petites règles de maison pour essayer de rendre le truc à ta sauce. Il y a une part de gros blocs de règles solides qui t'expliquent comment fonctionne le jeu. Un autre bloc qui est consacré à une interprétation, l'interprétation de l'univers au système, du système à tes désirs, et de tes désirs à l'univers. Et t'as la 3e partie, qui est de l'interprétation où en mode, tu peux créer des choses, vas-y, lâche-toi. Le jeu, il est bien. Le jeu, je trouve qu'il s'est un peu fait aux effets en France, mais c'est vrai qu'en France, en matière de jeu de rôle, c'est difficile de suivre une tendance. Quand il y a des jeux qui sont en tabletop, le temps de les analyser, est-ce qu'ils ont été couverts? Est-ce que quand un jeu, il a bien fonctionné, on en parle? Est-ce que c'est forcément obligé d'être un grand jeu? Est-ce que c'est pas les mêmes jeux qui ont la même couverture médiatique? Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je me pose pas toutes ces questions, parce qu'en fait, elles n'ont pas lieu d'être. Si le jeu veut que, c'est pas un jeu populaire aux yeux des gens, c'est pas un jeu populaire aux yeux des gens. Sauf que, de temps en temps, ça m'arrive que de temps en temps, à certains moments, il y a des gens qui postent autour de mes vidéos de Mutant Masterminds, parce que j'ai une rubrique qui lui est dédiée, et on me dit, vas-y, continue, tout ça, machin. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même une place là-dedans. Sauf que Green Ronin sont allés faire une 4e édition. Et la 4e édition, quand j'ai essayé de faire le point pour savoir c'était quoi les changements, c'est catastrophique, on va dire.
Parce qu'en fait, depuis True 20, qui est le prédécesseur de Mutant and Masterminds, en fait, Mutant and Masterminds, c'est plus un système True 20 alternatif, il s'extirpait, il sortait du carcan de Donjons et Dragons et du système des 20. Avec la 4e édition, ils essaient de revenir vers Donjons et Dragons. Entre leur système Age, qui était le successeur à True 20, qui au début avait certaines petites subtilités d'un jeu à l'autre, qui rendaient l'expérience différente, mais que maintenant, en fait, il suffit juste qu'il y a des auteurs de romans qui veulent adapter pour faire leur propre jeu de rôle parce qu'ils peuvent le faire, ou qui trouvent que ils ont trouvé les droits pour certains livres pour pouvoir l'adapter en jeu de rôle, etc., et que c'était pas ouf, et que l'adaptation, ce n'est jamais, en fait, tu vois, le système Age n'est jamais que skin, c'est catastrophique, vous voyez. Donc c'est bien la peine de s'être émancipé de Donjons et Dragons pour ensuite revenir à la queue entre les jambes autour. Mais, je précise mais, pourquoi je serais pour une seconde édition de True 20 ? True 20 a fini par être mon jeu de cœur chez Green Ronin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a le pied entre la 3.5, le système 3.5 des systèmes des 20. Il est aussi l'ancêtre de Mutant and Mastermind sur certaines subtilités. On peut jouer avec quasi tous les systèmes. Créer un feat, c'est pas très compliqué. Bricoler un feat, c'est pas très compliqué. Puisque un niveau plus ou moins égale un feat, ce qui fait que tu ne te retrouves pas avec énormément de systèmes pour faire fonctionner le jeu. Et tous les systèmes de feat qui te disent par multiple de 4 comme les anciennes versions de Donjons et Dragons 3.5, t'as moyen de les adapter pour que finalement tu crées ça par palier cumulatif. Donc c'est pas grave en fait. Mais, quitte à revenir du côté de Donjons et Dragons, ce qui pour moi n'est pas vraiment un problème, même si vous sentez que je suis un peu salé là-dessus, pour Mutant and Masterminds parce qu'il n'y avait pas besoin d'une 4e édition. Tout ça pour me rajouter quoi ? Des avantages, des désavantages, tout ça. Je vais éviter de trop parler là-dessus. En fait, au global, adapter True 20 pour une seconde édition et que la seconde édition se rapproche d'un système 5e édition, voire même 5e édition 5.2, donc la 5e édition de 2024 n'est pas déconnant pour un sou. La 5e édition, c'est une version épurée de la 3.5 pour faire que la 3.5 soit moins lourde. Et la version 2024 est une forme encore une fois, d'assainissement et de tirer certaines leçons. Il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire. Et je vais vous dire un truc, je crois en votre jugement. Et je dis pas ça pour manipuler les masses, machin, c'est pas trop mon style. C'est plutôt pour vous dire que vous avez probablement une observation de la méta de la 5e édition que moi j'ai pas. Parce que moi j'ai vu la 5e édition, elle m'a pas plu. Et moi quand je côtoie d'études de la 5e édition ou de la 5e édition de la 5.2, c'est des interprétations qui sont déjà plus assainies et plus intéressantes pour moi. Voilà, mon disclaimer est fait. Du coup, faire une espèce de 5e édition épurée, système 5.2 épuré pour le système True 20, c'est pas déconnant du tout. Et avec certains ajustements, il y a moyen que ça ne bouleverse pas tellement le jeu, mais que les assainissements qui vont être faits vont permettre en fait de pouvoir créer une sélection ou une création qui permettra de faciliter une approche beaucoup plus narrative. True 20 brille par son génie technique et il s'étend encore mieux quand tu regardes le système des settings et comment les settings viennent bouleverser les règles, narrativement parlant. Faire en sorte que le bouleversement narratif peut être fait directement depuis le système générique et non pas sous prétexte qu'il y ait forcément un supplément qui est un setting qui est fait, ça peut être une piste qui est très intéressante. Voilà pourquoi, selon moi, True 20 mériterait peut-être une seconde édition. Voilà. Mais comme il continue avec le persiste avec le système Age, je suis désolé, mais pour moi, le système Age, il a déjà montré ses limites.
Voilà. J'adore le système Age, hein, qu'on ne s'y trompe pas. Age Blue Rose jusqu'à récemment était mon jeu de rôle préféré du commerce. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envie de jouer évidemment à Blue Rose, tout ça, mais on va pas se mentir, le système vis-à-vis de tous les jeux que je possède, le système Age, je vais pas dire que c'est un maillon faible, mais c'est un système qui malheureusement arrive à briller narrativement parlant, mais techniquement parlant, il y a des jeux qui me permettent de me faciliter la tâche d'une autre manière, et d'une manière beaucoup plus intéressante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le bilan rôliste 2025, donc n'hésitez pas à faire votre propre bilan rôliste, évidemment, et m'en parler en commentaire. Voilà, je suis toujours curieux de voir un petit peu de quoi il est question. Je ne sais pas comment ça va être l'année 2026, je pense que je vais essayer de faire des changements pour voir un petit peu comment ça va être. Ça va être pas mal de coups de coups pour essayer de voir un petit peu, de prendre la température pour voir comment ça se passe. Voilà. Après, il y aura une petite transition à faire pendant le mois de janvier jusqu'au mois de février. Donc, je dirais, restez à l'affût. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos autour du jeu de rôle. Et je pense que la prochaine vidéo sera tout simplement la lecture holistique sur Phantasy Star, le jeu de rôle. Un bilan d'un jeu de rôle qui, on va pas se mentir, le retour il est positif. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.